Lecture dédiée à Frédéric Brandon. Mouloud accouche. Avis d'échéance. NRF. Gallimard. Série noire. 1998. À la mémoire de mon père, dit Dahamimi, qui roupille à perpète dans sa terre rouge. Pour le rire de Martin. Pour Charles et Fanchon. L'enfance, je l'ai enfouie au fond des nuits. À présent, l'âme invisible, elle me coupe de tout. Vie d'un homme, de Giuseppe Ungaretti. Mieux protégé aussi par la vie de famille et par ses goûts paisibles contre les vices et les doctrines perverses qui agitent les villes, il mène ordinairement une existence digne, heureuse et indépendante. Notions élémentaires d'agriculture et d'horticulture par F.F. chez les éditeurs Tours Paris, Alfred Mam et fils, C.H. Poussielgue. Prologue. Nuit du 29 octobre 1994. Lot. Dès que le type commença à pisser contre le mur, deux silhouettes jaillirent de derrière un 4x4 et se précipitèrent vers le portail. « Arrêtez !» beugla-t-il en accélérant sa manœuvre. Le bruit d'une escalade répondit à son ordre, et une tête apparut très vite au sommet de la grille, comme dans un guignol géant. « Grouille-toi, Sam !» cria Manu, le plus rapide. Sam, un petit gros maladroit avec une capuche sur la tête, grimpait en soufflant comme un phoque. Le type remonta sa braguette en catastrophe et fouilla dans la poche de son blouson. « Putain !» grommela-t-il en se maudissant d'avoir quitté son poste de garde à peine 3/4 d'heure avant d'être relayé. Personne n'avait réussi à s'échapper en 3 ans. « Je vais les choper », se ressaisit-il, et il pointa sa lampe sur les visages des deux ados. « Arrêtez !» brailla-t-il à nouveau. Manu franchit souplement le portail et cavala sur le chemin caillouteux. Plus que quelques centimètres de sa laborieuse ascension, et Sam serait lui aussi libre. Lorsque, brusquement, il cessa de grimper. Il jeta un bref coup d'œil de l'autre côté de la grille, puis il se retourna. Aveuglé par la lampe, il ne pouvait voir l'arme, mais sentait sa présence, comme aimanté par le canon invisible. Son corps était pris en tenaille par une subite et insoutenable fatigue. Tandis que son pote taillait la route, lui, il restait scotché contre le portail glacé. « Qu'est-ce que tu branles ?» se demanda-t-il sans pourtant faire le moindre geste. Lorsque le type fit un pas, Sam sursauta et reprit son ascension. La détonation rebondit de falaise en falaise. Sam hurla, un seul cri englouti par la nuit. Il lâcha prise un dixième de seconde, le sol à 3 mètres. Il réussit de justesse à s'agripper au portail. D'un geste instinctif, il plaqua sa main gauche sur sa blessure, et la lampe à nouveau braquée dans la gueule. Pris de panique, au contact du sang qui pissait abondamment, il s'essuya sur son jean et chiala. Que foutaient tous ces gens sous son crâne, la plupart perdus de vue depuis des années. Même son enfoiré de père était là. Une nouvelle déferlante inonda ses joues. Il se mit à trembler, un tremblement de plus en plus intense. Malgré la douleur et la trouille qui tissaient leur toile dans son ventre, il réussit à se hisser plus haut et prendre appui en gémissant pour passer une jambe. Le type accourut vers le corps tombé avec un bruit étouffé par l'herbe. « Bouge pas !» beugla-t-il. Il pointa sa lampe sur le gosse étendu sur le dos. Le visage poupon encore grimaçant émergea alors de la nuit, comme d'une gigantesque couette noire. Ses yeux grands ouverts ne clignèrent pas à la lumière. Le type retourna le corps d'un pied méprisant. Après avoir refermé le lourd portail derrière lui, il pénétra dans les épais massifs de buis, camouflant l'entrée tel un rempart végétal. Un bruissement attira son attention. « Je le tiens, ce fumier », pensa-t-il, un sourire aux lèvres. Il s'arrêta et dirigea lentement sa torche vers sa droite. Un lapro affolé bondit sur le côté et détala. Déçu, mais déterminé à rattraper le fuyard, il reprit sa fouille du labyrinthe de buis. En vain. Il s'approcha alors du muret de pierres sèches longeant le champ, se pencha et inspecta derrière.
et s'engagea sur l'étroit sentier emprunté par le gosse pour se faufiler à travers bois. Sur le sentier, il ne trouva aucune trace du petit salopard qui allait le faire hériter d'une sacrée engueulade. Pourtant, il ne pouvait avoir beaucoup progressé en pleine nuit. À cause d'une ridicule pause pipi, toute l'organisation pouvait se casser la gueule. Il se sentit honteux et furieux de s'être laissé entuber par les deux gosses. Hervé était qu'un naze, se flagella-t-il, vraiment qu'un naze. Toutefois, il ne tarda pas à se calmer en se déchargeant d'une part de responsabilité sur les dirigeants de l'organisation. Un seul chien pour un domaine de 510 hectares et un système de vidéo interne tellement inefficace que même un SDF n'en équiperait pas son carton. Pourtant, lors de plusieurs réunions, il avait tenté de les prévenir des risques d'évasion, mais chaque fois, ses remarques furent noyées dans leurs interminables discours. S'il avait pu leur dire ce qu'il pensait de leur gestion sans bégayer, sans perdre confiance. Très intimidé par leur culture, surtout redevable à cause de la merde de laquelle il l'avait sorti. Sans leur aide, il serait resté à jamais un déchet alcoolique et camé. Ils vont m'entendre cette fois-ci, se promit-il, et il dévala la pente jusqu'à une petite route sinueuse située à une centaine de mètres en contrebas. Il éteignit sa lampe. Adossé contre un arbre, il tendit l'oreille 2 ou 3 minutes. Des phares balayèrent le rideau de peuplier devant la rivière. La falaise agrémentée de maisons troglodytes se perdirent, réapparurent. Une partie de cache-cache au gré du tracé de la nationale. Puis il reprit ses recherches. Environ une demi-heure plus tard, un chien se précipita vers lui en aboyant. Dégage, Zoé gueula-t-il en continuant de traîner un corps pour le planquer. Plusieurs fenêtres d'une imposante bâtisse en pierre de taille étaient éclairées. Une silhouette, le visage collé contre une vitre et la main en visière, fouillait la nuit. Des portes s'ouvrirent aux étages, d'autres fenêtres s'éclairèrent, puis une cascade de pieds dans le grand escalier central. Un barbu en robe de chambre surgit le premier sur le perron de la maison et cria « Tu l'as eu, Hervé ?» 1. Novembre 94. Batreuil. Le bonheur se tape jamais d'heures sup, lui, pestai-je en démarrant. Pas comme moi. Tu pourrais avoir une petite pensée pour le malheur qui fait ses 3-8 sans râler, ironisa mon double, chauffé par les demi au comptoir chez Dan et Mousse. Quelle merde de bosser encore à l'heure où PPDA ruminait ses dernières infos, à l'heure où les types seuls resteraient jusqu'à la fermeture du bistrot, à l'heure où le banquier ne téléphonerait plus pour mon découvert, à l'heure où j'aurais aimé être ailleurs. En petit tailleur, gloussa mon double, revenu me cannibaliser depuis plusieurs mois. 7 minutes moins une cigarette plus tard, je garais la bagnole devant le 63 rue des Marbriers. D'agréables odeurs de cuisine flottaient dans l'étroite entrée de l'immeuble, sans laisser le temps à mes narines de profiter des effluves épicés et de taquiner mon estomac pour rien. Je vérifiai le nom sur la boîte aux lettres, Da Silva, 6e étage gauche. Évidemment, l'ascenseur était resté coincé dans le cerveau de l'architecte. La main sur la rampe, je respirai un grand coup avant de me coltiner la montée. La cage d'escalier se mit tout à coup à trembler, comme si un géant frottait ses pieds sur un paillasson de Lilliputien. Un adolescent grassouillet, une casquette bleue vissée sur la tête, dégringola les marches. Je m'effaçai pour laisser la boule boutonneuse rouler jusqu'à la rue. Par la porte entr'ouverte de l'appartement, je vis les agents en uniforme bavardant au milieu d'un amas de meubles et objets renversés. Dès qu'il m'aperçut, le brigadier enjamba une colline de cassettes vidéo et s'approcha de moi. C'était un homme grand et maigre, les tempes grisonnantes, une moustache très fine sur ses lèvres pincées, accentuait l'austérité de son visage. Il marchait toujours lentement, comme s'il comptabilisait chacun de ses pas, au cas où un énarque envisagerait un jour de les déduire de la feuille d'impôt ou de les ajouter au point de retraite. Il est là, dit-il. Je hochai la tête et suivis l'escargot. La chambre était spacieuse, tapissée d'un papier marron aux rayures blanchâtres. Les matelas et les oreillers étaient éventrés. Les tiroirs d'une imposante commode et les quelques étagères fixées au mur entièrement vidées de leur contenu. Des photos déchirées, la terre d'un pot de fleurs renversé, des vêtements jonchaient le parquet. Éparpillés aussi des magazines féminins et de l'homme moderne, des paris turfs, ainsi qu'un tas de paplards administratifs. Seul le téléphone, posé sur le manteau de la cheminée, avait échappé à la tornade. Le corps d'un homme d'une quarantaine d'années, les poings verrouillés entre ses cuisses musclées, était recroquevillé à moitié nu sur les lattes. Son cou très fin
orné d'une pomme d'Adam proéminente, contrastait avec ses larges épaules de rugbyman et sa tête carrée. Son crâne comme soudé à la plainte. Une touffe de cheveux bruns cachait un œil. Les manches retroussées de son peignoir dévoilaient de solides avant-bras dont un portait un tatouage, un cheval avec une crinière rouge. Le grésillement d'une radio qui dégueulait de la techno m'agaçait. Usant de mes prérogatives, je demandais au brigadier de faire cesser cet attaquant en règle de mes oreilles, plus habitué au blues et au rock, mais aussi à mon inavouable inclination pour la variété française. Jodassin, Dalida, un reste de mon éducation par la radio sur la table de la cuisine. Le brigadier cria: Hé, Didier, tu peux arrêter la radio? Je demandai au sauveur de mes oreilles: Qui a prévenu? Sa femme. Avec une grimace, je m'agenouillai et débutai un examen attentif du cadavre. Le sang continuait de couler goutte à goutte, et entourait sa tête comme une marée montante isolant peu à peu le rocher. Les dégâts occasionnés par la balle dans la tempe étaient impressionnants. Un gros calibre. Aucun autre impact sur son corps. Une seule balle bien placée. Mais il avait subi un sacré tabassage avant d'être abattu à bout portant. Son visage était tuméfié, ses arcades éclatées, des dents cassées entre ses lèvres ouvertes et fendues, et la peau de sa joue labourée par des ongles longs, pas rongés comme les miens. Il a été vachement esquinté. Ils l'ont même cramé avec des cigarettes, précisa-t-il en désignant la poitrine. Je pris mon calepin et entamai l'archivage de l'histoire de cet homme. Quand on est flic, me screenait un instructeur de l'école de police, un cadavre n'est rien d'autre qu'une bagnole en pièces détachées. Une bagnole démontée, plutôt dessoudée par un autre, ajoutait-il avec un sourire cynique, et qu'on doit remonter patiemment. Le brigadier attendait très sagement la fin de ma petite rédac. Il marmonna. Il voulait le faire parler. À voir son état, ironisai-je, ça ne devait pas être pour avoir un tuyau sur le quintet plus. Il grimaça et lâcha. Ouais. Prenant de court le silence prêt à bondir, je pointai mon doigt sur le désordre. Ils ont fouillé toutes les pièces de l'appartement? Toutes. Même le frigo a été renversé. Effraction? Non. Comme si mes membres s'étaient soudain alourdis au contact de cette masse de chair épinglée au sol, je me relevai péniblement. Je pensais pourtant être immunisé depuis longtemps contre ce genre de scène. Au fond, j'étais chaque fois déstabilisé, chaque fois ému. Émotion en pointillé. La mort d'un homme ralentit la vie de ceux qui restent. Elle rend toute chose dérisoire. Elle abolit les notions d'espace et de temps. Elle déplace la réalité et place momentanément notre existence sous une lumière nouvelle, rendant ridicule nos angoisses quotidiennes. Arrête de philosopher, Nassima. C'est pas ton métier, m'engueulai-je. Mon double effrayé s'éclipsa, et je redevins le commissaire Benarous. Où est sa femme? Le brigadier se racla la gorge. Elle a fait une crise de nerfs. On a été obligé de la transporter d'urgence à l'hôpital. Sans vérifier s'il s'agissait d'un endroit fumeur, j'allumai une cigarette et lui tendis le paquet. Je fume plus, Nassima, bredouilla-t-il mal à l'aise. La révélation de ce grand fumeur de Gauloise me coupa le souffle. Eh ouais, ajouta-t-il, le médecin a trouvé mes poumons dans un très sale état. J'ai même dû suivre plusieurs séances de cobalt à l'hôpital de Montfermeil. Je peux te dire, c'est pas drôle du tout, l'ambiance là-bas. J'évitais de croiser le regard de ma cigarette et tirai une longue bouffée. 2 paquets par jour représentaient ma ration journalière, alors que jusqu'à l'âge de 22 ans, je ne fumais pas et ne buvais pas une goutte d'alcool, époque de ma médaille d'or universitaire en athlétisme. J'écartai le rideau et posai mon front contre la vitre. Les murs donnant sur la cour intérieure du bâtiment étaient encore plus délabrés que la façade, fendus par de longues lézardes. Seule une gouttière semblait avoir été récemment remplacée. Le revêtement de la courette éclaté en de nombreux endroits, profitait allègrement aux mauvaises herbes. S'y côtoyaient des bouteilles vides rangées le cul en l'air dans un cajot pourri, un VTT sans selle, une roue de vélo sans vélo, une robe rouge gonflée par le vent, sur un fil tendu au rez-de-chaussée. Un couple de vieillards, les visages tellement ridés que seul le carbone 14 aurait pu donner une indication sur leur âge, se penchait sur un balcon. Dès qu'un uniforme de flic débarquait quelque part, les voisins se bousculaient pour picorer 2 ou 3 miettes du malheur d'autrui. Les momies réintégrèrent très vite leur sarcophage de pièces pour terminer leur repas ou noter les résultats du loto. Je demandai: Elle est à l'hôpital de Batreuil? Oui.
Je rangeais mon calepin. Il y a Gauthier dans le couloir, il est nouveau. Explique-lui pour le transport au service médico-légal et tout le tremblement. T'inquiète pas, Nassima, je vais le tuyauter, le nouveau. Au bout de tant d'années, je commence à bien connaître le système pour les macabées qu'on scoltine. Il se tue et se gratta le front. D'ailleurs, me confia-t-il avec un air réjoui, je suis vraiment très pressé d'arriver à la fin du mois, pour oublier tout ce merdier et taquiner les anguilles sur les bords de Loire. C'est très bon, sauter dans une poêle avec de l'ail et des fines herbes. Cette soudaine volubilité du brigadier, habituellement taciturne et d'une totale discrétion sur sa vie privée, me surprit. Peut-être les signes avant-coureurs de la retraite. J'interrompis sa recette. C'est bien Da Silva Arthur, son nom. Oui. J'écrasai mon mégot dans un cendrier posé sur le rebord du radiateur. Tu as son portefeuille? Il acquiesça d'un signe de tête et revint avec un sachet en plastique. Tout est là-dedans, Nassima. La carte d'identité était froissée. Je comptais l'argent, 4 000 francs en liquide, plus une carte bleue et un chéquier avec 3 chèques utilisés. Je conservais le portefeuille et un répertoire couvert d'une écriture maladroite. Tu donneras le reste à Gauthier. D'accord. Tu as interrogé sa femme avant de l'envoyer à l'hôpital? Il toussa, une violente toux grasse qui convoqua tout son sang à ses joues. Non, répondit-il lorsque ses poumons l'autorisèrent à parler. Elle était dans un trop sale état. Elle a même dégueulé. Les mains dans les poches, je commençai à arpenter la chambre. Et les voisins? Personne n'a rien vu, rien entendu, à part la radio. Je triturai le petit morceau de bois que je trimballais depuis le début de l'après-midi, puis repris mon marathon silencieux dans les quelques mètres carrés. Le brigadier n'osait pas me déranger. Il frottait ses mains en dansant d'un pied sur l'autre. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Il prit sa casquette qu'il retourna un petit instant entre ses doigts. J'en sais rien. Un petit blouson en jean paumé parmi les fringues d'adulte attira mon attention. Ils ont un gamin? Oui. Où est-il? Sa mère m'a dit qu'il était chez sa tante. La tante de qui? Sa sœur à elle. Il a quel âge? J'en sais rien. Je ramenai en arrière une mèche de cheveux qui colonisait mon œil droit. Tu n'as rien constaté de particulier? Non. Je feuilletai le calendrier des pompiers accroché juste au-dessus du lit. Aucune annotation. La page de septembre représentait une demi-douzaine de pompiers affairés autour d'une bagnole couchée sur la route, une R5 ayant subi une cure d'amaigrissement en accéléré. Je m'agenouillai à côté du cadavre et, un peu dégoûté, je passai ma main sur son peignoir. Attends-moi là. Le néon au-dessus du lavabo était resté allumé. La salle de bain avait été également visitée. Le contenu des étagères était entassé sur le lino. Une odeur de parfum très forte me fit tourner la tête. Je poussai du pied les serviettes et la petite poubelle blanche. Tâtai le tapis de bain. Il était mouillé. Da Silva avait dû aller répondre à l'interphone, ouvrir la porte d'entrée, puis enfiler un peignoir et lever la bonde. Assise sur le rebord de la baignoire, je notais en vrac mes déductions. Avec l'intention évidente de me nuire, mes yeux s'attardèrent sur la glace de l'armoire. Comment un homme pouvait-il s'intéresser à une femme aussi mal fagotée que moi, aussi peu féminine? Déjà au collège, on me traitait de garçon manqué. J'étais néanmoins une excellente élève, mais récoltais chaque trimestre un 0 de conduite, héritage des nombreuses bagarres dans la cour de récré. Ma susceptibilité fleurissait en toute saison. Ma mère poussait des hurlements en me voyant débarquer avec mes vêtements déchirés et des cocards. Elle s'arrachait les cheveux en demandant au bon Dieu ce qu'elle avait bien pu commettre de répréhensible pour être affligée d'une fille comme celle-là. Sur le seuil de la chambre, je lançai au brigadier plongé dans la lecture d'un New Look. Bon, je file à l'hôpital. Honteux, il bafouilla une parole incompréhensible et s'empressa de refermer son magazine. Des empreintes de chaussures boueuses sur le plancher m'intriguèrent. Je souris en reconnaissant la forme de mes semelles, sport mais élégante, comme me l'avait assuré le vendeur. Un beau type, mais au sourire trop tiroir-caisse. J'eus un petit pincement au cœur en songeant que ces lattes de bois avaient aspiré les dernières empreintes de pieds nus d'un homme pour être recouvertes par les miennes. Cet appart me collait dans une situation mentale que je n'aimais pas du tout. Il me ramenait dans un passé rongé par le doute, un passé qui profitait de la moindre brèche pour remonter insidieusement à la surface. Je me dirigeais vers Gauthier assis sur une chaise. Il posait pour un rodin invisible. Je m'arrêtai dans le couloir et l'observai un petit instant en souriant.
le front plissé par une réflexion imperméable au reste du monde. Il prenait des notes, comme pour une soutenance de thèse. Gauthier, dis-je, je vous refile le bébé. Vous voulez parler du... dit-il avec son accent très prononcé du sud-est. Ouais, moi, je vais m'occuper de la femme à l'hôpital. Vous prenez en charge tout ce qu'il faut faire ici. Entendu. Je vous fais confiance. Pas de problème, fanfaronna-t-il. Qu'est-ce qui pouvait me gonfler? J'ai des indices qui peuvent nous éclairer, ajouta-t-il avec un large sourire, dévoilant une rangée de dents fluorées depuis la crèche. Tout est noté. Il faudrait tout d'abord... On verra plus tard. Entendu, balbutia-t-il, vexé. Son visage poupon, embouteillé de taches de rousseur, ses cheveux châtains coupés au cordeau et ses lunettes rondes à la cabue, lui donnaient un air de jeune étudiant timide, une caricature parfaite. Il portait en plus un costard démodé depuis les incorruptibles de l'époque des cavernes. Vous y allez tout de suite, Benarous? Une nuit, nous avions prévu d'effectuer une descente dans un bar chaud de la rue de Paris. Suite au braquage en milieu d'après-midi d'un Crédit Lyonnais de Batreuil, lors de notre débarquement, des putes buvaient un verre au comptoir avant d'occuper leur bout de trottoir respectif. Gauthier s'était approché d'un pas décidé de Fanny, assise sur un tabouret, une blague toujours escortée d'un énorme chien, depuis sa rencontre avec un cutter nocturne, et il lui avait demandé sa pièce d'identité. Retroussant sa jupe et écartant ses cuisses, elle lui avait jeté une œillade en faisant frétiller sa langue sur ses lèvres, avant de lâcher de sa voix cassée. Mon registre du commerce est là, mon petit chéri. Nez à nez avec l'entrecuisse de Fanny, notre inspecteur de choc s'était mis à rougir. Tout le monde se marra dans le bistrot. Puis les filles lui avaient proposé très gentiment un dépucelage express et en solde. Furieux et honteux, il les aurait tout embarqués si je ne l'en avais pas empêché. Je m'étais imaginé la tête du patron, voyant débarquer une dizaine de putes au commissariat. Gauthier venait tout juste de terminer son stage d'inspecteur, et le patron m'avait chargé de le mettre dans le bain. Originaire d'un petit village du sud, il n'avait jamais connu de zone urbaine du genre de la banlieue est. Sa façon d'éviter soigneusement de croiser mon regard, de chercher ses mots avant de m'adresser la parole, c'est tout sottement embarrassé, témoignait de sa gêne à être dirigé par une femme. Comment raconter à ses potes de promo qu'il s'était fait former par une femme, et pour corser le tout, une arabe? Kabyle, rectifia mon double. À lundi, Gauthier. La fraîcheur de la nuit, assistée de sa complice, la fatigue, me firent frissonner. Je jetai un dernier coup d'œil à l'immeuble éclairé par les gyrophares des deux quarts, comme des guirlandes clignotantes sur un sapin de Noël. Le barbu, tout de rouge vêtu, n'était pas descendu du ciel ce soir-là, et il transportait apparemment dans sa hotte un 44 Magnum. Une tour très moderne, en forme de cigare, entièrement vitrée, surplombait les vieilles usines désaffectées, squattées pour la plupart, et qui accueillaient souvent concerts et expos, ainsi qu'une faune qui carburait à l'héros, au crack et à tous les rêves moisis par la came. Cette tour abritait sans doute des bureaux. Elle tranchait avec la vétusté du quartier sous le coup d'une ZAC repoussée d'année en année à cause de problèmes de financement. Des informations s'affichèrent sur la longue enseigne lumineuse qui déclinait le nom de l'entreprise. Europlus, 4 11 94, température extérieure, 6 degrés.